Bonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue dans cette première séance du cycle de conférences organisé par l'ORIV sur les enjeux de transition écologique dans les quartiers populaires. Et donc cette première séance avec Thibaut Isambourg sur les enjeux de mobilité. Donc je vous fais une rapide introduction où je vais vous présenter un petit peu l'ORIV pour les personnes qui du coup ne sauraient pas forcément qui on est. Je vais aussi très rapidement présenter les travaux qu'on a pu faire avec l'association pour l'instant, sur les questions de transition écologique. Et enfin, rentrer un petit peu dans le sujet et passer la main à Thibaut suite à une présentation de quelques ressources qui sont sorties cette année sur ces enjeux de mobilité. Donc, l'association OURIB, elle assure une fonction de centre de ressources sur la région Grand Est dans trois domaines. Donc, la politique de la ville, qui est la politique de réduction des écarts de développement au sein des villes, l'immigration et l'intégration, ainsi que la lutte contre les discriminations. On a trois principales missions qui sont de diffuser ou produire des connaissances et des ressources, accompagner et qualifier les acteurs locaux, que ce soit par des temps d'échange ou des partages d'expériences, et enfin, assurer un appui dans la mise en œuvre de démarches collectives sur les territoires. Et donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs de la politique de la ville sur la région. Depuis 2016, on intervient donc sur l'ensemble du Grand Est, mais l'association, elle a actuellement 32 ans, donc elle existe depuis 1992. On a 8 salariés, 7 à Strasbourg et une antenne à Reims, du coup avec une salariée là-bas, pour être plus proche de la Champagne-Ardenne. Donc, pour les démarches, pour l'instant, Laurie va pu commencer sur ces questions de transition. Ben, voilà, cette visioconférence d'aujourd'hui, comme celle à venir du 9 octobre, elle s'inscrit dans une montée en compétences progressive de notre asso sur ces sujets qu'on pense pouvoir faire levier justement sur la réduction des écarts de développement au sein des villes. Et donc, on avait commencé un petit peu à prendre en main la thématique l'année dernière avec une première note exploratoire sur ces enjeux de transition écologique où voilà, on avait un petit peu identifié les grands sujets sur lesquels intervenir et ce qui était actuellement travaillé sur les territoires. On avait ensuite continué en janvier de cette année lors d'un cycle de qualification sur l'élaboration des nouveaux contrats de ville. On avait centré une séance sur ces enjeux de transition, une genre de sensibilisation à ces enjeux-là. Voilà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de transition dans ces quartiers, quelles pistes pour agir. Et enfin, l'ORIV fait partie du réseau national des centres de ressources et on travaille avec notamment en groupe de travail et donc le club transition sur ces questions de transition écologique. On a sorti cette année un kit numérique qu'on a nommé Enjeux croisés et qui a pour but un petit peu de pallier aux besoins pour les professionnels de la politique de la ville de connecter plus facilement les enjeux de développement durable et les enjeux de politique de la ville, dans le but voilà, de pouvoir faciliter la prise en main sur ce sujet quand on y débute. Et donc avec l'enjeu qu'en comprenant les liens qu'il peut y avoir entre la politique de la ville et le développement durable, on peut créer des articulations et de nouveaux partenariats sur les territoires. Pour un petit peu dire comment on en est arrivé à la séance d'aujourd'hui et donc à l'invitation de Thibaut Isambourg ce matin, en fait, c'était justement lors de cette séance de janvier 2024, on avait demandé un petit peu aux professionnels sur quelle thématique ils voudraient qu'on approfondisse. Et la question des mobilités durables, inclusives était beaucoup revenue, et notamment également pendant nos interventions sur site pour la nouvelle contractualisation, on a vu que les questions et les enjeux de mobilité durable et inclusive, elles étaient assez prégnantes sur les territoires, et notamment voilà, c'était un vrai frein périphérique, pour reprendre un petit peu les termes qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, très rapidement, quelques ressources récentes sur ces enjeux de mobilité. En janvier, il y a eu la sortie du guide à pied et à vélo dans les quartiers prioritaires du Club des villes et territoires cyclables et marchables. Un article d'avril sur les déplacements inclusifs
enjeux de mobilité dans les quartiers prioritaires que Muriel a mis en avant et a proposé de rajouter aujourd'hui dans la présentation. Et enfin, le rapport du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, faire de la transition écologique un levier d'inclusion avant l'été, et qui, notamment euh, dans ses recommandations, il parle d'investir dans les transports publics collectifs et d'accompagner la décarbonation des transports individuels, et justement tout en étant attentif aux inégalités sociales et territoriales. Donc c'est assez intéressant. Et pour terminer, je voulais mettre un petit peu en avant le travail des collègues centres de ressources, notamment le centre de ressources des Hauts-de-France, l'IREV, qui a sorti il y a quelques semaines, quelques mois, une analyse de la transition, de la prise en compte de la transition dans les contrats de ville de Hauts-de-France, c'est-à-dire que sur les 39 contrats de ville que compte leur région, ils ont pu en avoir 27, et donc ils les ont passés au peigne fin et pour un petit peu ressortir comment est-ce que ces thématiques elles sont prises en compte dans ces 27 contrats de ville. Et je fais ici le lien avec les enjeux de mobilité. On se rend compte que, vous pouvez le voir dans le graphique de gauche, la mobilité, c'est la thématique qui a été le plus abordée quand on fait référence à la transition écologique. Donc dans 18 contrats de ville. Et si on regarde les actions les plus fréquentes, on voit que la sensibilisation et les conseils en mobilité sont en tête avec la renaturation. Cette prégnance un petit peu de la sensibilisation, on la voit aussi dans les mesures privilégiées pour réduire l'usage des mobilités carbonées. Donc là, pareil, hein, ce graphique, il est issu du document de l'IREV. On voit que voilà, la sensibilisation, l'apprentissage et les conseils en mobilité sont vachement prégnants. Ensuite, le développement des pistes cyclables et enfin faciliter l'accès à l'offre de transport en commun en jouant sur le prix ou sur la fréquence. Voilà, je m'arrête sur les trois principaux, avec l'écueil un petit peu, ou du moins le fait que dans leur document, ils pointent que quand on parle de mobilité en contrat de ville, on est beaucoup sur des questions d'accompagnement et moins d'investissement. Et donc, voilà l'importance qui est accordée à la sensibilisation et aux éco-gestes. Voilà, je trouvais ça intéressant pour introduire un petit peu le, la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Thibaut Isambourg, qui est doctorant à Transdev et chercheur au laboratoire Aménagement, Économie et Transport à l'ENTPE, qui travaille actuellement sur une thèse dont le titre est Réduire les contraintes de mobilité quotidienne dans les quartiers défavorisés. Si je ne me trompe pas, on est parti sur à peu près 40 minutes de présentation. Et l'idée, c'est de terminer par des échanges ensemble à la suite de celle-ci. Merci pour cette invitation. C'était très intéressant l'introduction et j'étais très intéressé par l'analyse de vos homologues en Hauts-de-France, de voir que enfin, c'est effectivement des choses qu'on ressent quand on travaille là-dessus. Enfin, je suis régulièrement interpellé par des acteurs parce que la mobilité dans les QPV, c'est quelque chose qui monte un peu au créneau, mais dont les acteurs des politiques publiques sont souvent dans des politiques publiques ou dans le tissu associatif ou même en entreprise, sont souvent un peu démunis par rapport à cette question-là. Et donc, je suis souvent sollicité pour ça. Et parfois même, j'ai l'impression qu'on attend de moi que je sois un peu le génie de la lanterne et que je donne la solution magique pour, euh, pour, euh, pour résoudre tous les problèmes. Euh, bon, aujourd'hui, en tout cas, l'objectif, c'est de vous donner quelques clés pour partir beaucoup plus armé sur cette question-là, si c'est une question qui vous intéresse et sur laquelle vous voulez travailler. Et malheureusement, je ne fais qu'une thèse et j'en fais pas 20. Donc, ça sera après quelques éléments de focalisation, quelques recherches récentes avec quelques premiers résultats que je vous présenterai. Je suis pas, c'est une thèse que je n'ai pas encore finie, comme disait Rémi, donc il me reste encore du travail aussi sur certains éléments, mais l'objectif, c'est de partager avec vous
quelques premiers, éléments pour susciter un peu la réflexion et peut-être la discussion aussi à la fin. Donc voilà, comme le disait Rémi, je suis doctorant au LAET, à l'École nationale des travaux publics de l'État, et à Transdev, qui est une entreprise de transport public, une entreprise qui est rattachée au groupe Caisse des dépôts. Et je travaille sur la mobilité dans les quartiers populaires, au prisme notamment des QPV. C'est une thèse assez opérationnelle, puisque l'objectif est vraiment de mieux comprendre quelles seraient les contraintes pour les habitants de ces quartiers et d'évaluer la pertinence de quelques-unes des solutions qu'on pourra apporter. Pourquoi on se pose cette question? Parce que la mobilité, c'est réellement un point qui est au centre des enjeux d'équité. Et si on veut travailler sur l'équité, on est forcé de se poser la question de la mobilité, puisque c'est une norme qui est devenue incontournable pour la participation à la vie sociale. C'est le lien, en fait, la mobilité, c'est cette partie. La mobilité, c'est cette partie-là, c'est le lien entre l'individu et toute sa participation à la société. Donc ça, c'est loin d'être quelque chose d'anodin, puisque une carence de mobilité pourra mener à justement des difficultés à la participation à la société. Donc cette ressource-là, la ressource mobilité, elle dépend à la fois de l'environnement des individus, par exemple la composition territoriale, l'offre d'infra, l'urbanisme, etc., etc. Elle dépend à la fois aussi des capacités, des contraintes propres aux individus. Comment ils parviennent à se saisir de ce que leur prodigue l'environnement extérieur. Et donc voilà, comme je le disais, si on veut travailler sur l'équité, maintenant vous le comprenez bien, on est forcé de se poser la question de la répartition de cette ressource. Parfois, elle est appelée accessibilité, parfois motilité. En tout cas, il est nécessaire de se poser la question de qui bénéficie de cette ressource, qui peut s'en saisir, parce qu'elle peut aussi bien accroître que contrer les inégalités, suivant comment on travaille dessus. Donc pour cette présentation, je vais revenir sur... Déjà, je vais dresser un peu un panorama d'ensemble, en vous donnant quelques-unes des contraintes qu'on pourrait aborder en premier pour la mobilité des habitants dans les QPV. Ensuite, je vous présenterai des résultats de deux recherches en cours dans le cadre de ma thèse. Une plutôt sur les inégalités de mobilité quotidienne à l'échelle nationale, quand on regarde les comportements dans des enquêtes nationales de la mobilité des habitants des QPV, et une plutôt sur les inégalités d'accessibilité en transport en commun. Et je terminerai en soulevant quelques éléments de solution qui me restera néanmoins à mieux évaluer, mais en tout cas, voilà, ça permettra peut-être de susciter des réactions ou en tout cas de vous donner quelques idées. Donc, effectivement, je vais commencer par vous donner un petit aperçu, mais non exhaustif. Je vais me concentrer sur certains des éléments qui pourraient être incontournables quand on parle de mobilité dans les QPV. Parce que je n'ai pas 4 heures avec vous, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Et je vais reprendre la décomposition dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir exposer le propos plus simplement, avec voilà, contraintes plutôt liées à l'environnement des individus, contraintes plutôt liées à leur difficulté de se saisir à ce qui est prodigué par l'environnement, donc contraintes plutôt à l'échelle individuelle. Ça, c'est des éléments qui sont issus d'une revue de littérature qui est à la fois scientifique et grise. Donc, enfin, la revue de littérature grise, qu'on appelle grise, littérature grise, c'est tout ce qui est littérature, études qui sont en dehors d'une revue scientifique à comité de lecture. Donc, par exemple, voilà, un rapport d'agence d'urbanisme, d'institutions centrales, etc., qui, sur le sujet, m'ont permis aussi de soulever de nombreux points. Donc voilà, comme je le disais, je vais reprendre plutôt les contraintes liées à l'environnement
contraintes liées plutôt aux individus. Donc, pour commencer avec celle de l'environnement, spatial. La première que je pourrais mentionner, c'est la théorie du mauvais appariement spatial, spatial mismatch en anglais. C'est une des principales hypothèses d'inégalité de mobilité. John Kane, en 1968, montre que donc lui, il travaille sur Détroit principalement. Il montre qu'aux États-Unis, le gros problème, c'est que les quartiers défavorisés sont dans les centres-villes délabrés, alors que leurs emplois sont plutôt à l'extérieur, en périphérique. Et donc, il montre qu'il y a un éloignement, une distance en kilométrique, en fait, bien plus importante pour les plus pauvres entre les lieux d'emploi et les lieux de résidence. Il montre même par ailleurs, après, puisque c'est un économiste, qu'il y a en fait, cette inégalité de mobilité va avoir un impact très significatif sur le chômage structurel global des États-Unis. En France, c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose qui pourrait aussi exister, puisque en France, on n'a pas, nos quartiers populaires ne sont pas majoritairement dans des centres-villes délabrés. De manière générale, en Europe, les centres-villes sont beaucoup de bien meilleure qualité. Et il y a, enfin, bref, il y a des différences culturelles aussi, bien meilleure volonté de vivre en centre-ville, des préférences individuelles différentes, etc. Donc, nos quartiers défavorisés sont plutôt le problème, enfin, en tout cas, le problème en France, c'est la fragmentation plutôt des lieux, la spécialisation fonctionnelle des lieux avec des quartiers, des pôles de pauvreté, donc des habitations, des quartiers populaires à un endroit, et des lieux d'emploi qui sont parfois totalement dispersés dans l'agglomération à deux endroits. Donc, c'est quelque chose qui s'observerait également, mais d'une manière très différente. Bien sûr, c'est accru aussi par l'étalement urbain, donc qui va encore plus disperser les lieux d'emploi et de travail. Et bien sûr aussi, c'est accru par le problème des horaires atypiques dans lesquels travaillent plus souvent les habitants des QPV. D'un point de vue spatial, on pourrait aussi mentionner l'urbanisme et la topographie qui peuvent aussi peser sur la mobilité des habitants des QPV. Bon, la qualité urbanistique, mais aussi le fait que l'espace public peut être très intimidant, notamment pour certaines catégories de personnes, liées à toutes les activités qu'il peut y avoir particulièrement dans ces quartiers. Et aussi, en termes de topographie, il y a un rapport du CEREMA très intéressant qui montre que les QPV sont bien plus souvent soumis à des coupures urbaines qui va vraiment les segmenter en général. Donc, ça va être des grandes infrastructures de transport qui va les border, ou alors des parcs, des rivières qui vont généralement obliger les habitants à faire des détours enfin, donc c'est des grosses contraintes aussi à l'usage des modes actifs, en fait, pour sortir du quartier autrement qu'en voiture. Et la déclivité aussi qui serait en moyenne beaucoup plus importante dans les QPV, chose à quoi on ne pense pas forcément. Et tout ça, c'est accentué par la difficulté, donc là, c'est plutôt un élément politique lié à l'action publique. Donc c'est accentué par la difficulté des politiques publiques de prendre en compte les enjeux sociaux, puisque ça a été montré pour les transports en commun et le vélo notamment. Le développement de ces modes, c'est d'abord fait dans une optique de développement territorial, puis ensuite, plus récemment, des années 2000, réduction des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, voilà, comme tu le soulevais, Rémi, la problématique mobilité monte un peu sur le dessus de la pile, mais pour l'instant, on a encore beaucoup de mal à se saisir de ces enjeux-là dans l'élaboration des politiques publiques. Pour maintenant les contraintes plutôt liées aux attributs personnels, je pourrais mentionner les facteurs psychologiques et sociaux liés à l'ancrage au quartier, des facteurs qui ne sont pas forcément une mauvaise chose, hein. Par exemple, l'ancrage au quartier, il y a beaucoup de
recherches qui montrent que enfin, il n'y a pas vraiment de consensus, mais certains disent que c'est plutôt un avantage parce que ça va permettre d'avoir des systèmes d'entraide assez forts qui vont permettre de lutter contre les inégalités, etc. Mais, enfin, en tout cas, c'est un fait sur la mobilité. Il y a l'ancrage au quartier, il y a l'enclavement symbolique, c'est-à-dire que le quartier aussi, c'est un endroit sûr. On ne va pas, a priori, subir les discriminations qu'on peut subir à l'extérieur du quartier. Il y a le fait que le véhicule personnel serait peut-être un marqueur social encore plus important dans les QPV, dans une logique de distinction un peu à la Bourdieu. Bon, voilà, moins de socialisation aussi, d'apprentissage à la mobilité et des compétences qui contrastent avec un environnement qui est en constante complexification. Pour prendre part à la mobilité, il faut savoir servir d'un smartphone, savoir lire des cartes de plus en plus grosses, etc. Sur les attributs personnels, bien sûr, bon, je termine par celui-là. Forcément, quand on parle de QPV, il y a la question économique aussi qui se pose. Donc, on a mis en place des tarifications avantageuses dans la forme des années 90. On a développé ça pour tenter de résoudre ce problème. Aujourd'hui, se pose toujours la question du non-recours, qui est parfois très important et qui vient largement nuancer l'efficacité de ces politiques, notamment parce que, le non-recours, pardon, aussi, et il y a aussi le fait que, voilà, c'est des cases en général. Vous êtes chômeur, vous avez le droit à tant de réduction, etc. Donc ça, c'est aussi, ça va créer des trous, c'est-à-dire des cases, le fait de fonctionner par case, ça va des populations qui seraient en grande difficulté économique pourraient pourtant ne pas rentrer dans la case prévue par l'AOM et donc au final payer le prix fort même si elles seraient en difficulté. Et voilà, les effets de seuil, c'est un peu lié aussi, c'est le fait de dire jusqu'à 1 000 euros, j'en sais rien, vous avez une réduction. La personne qui gagne 1 001 euros, voilà, elle n'a aucune réduction. Donc ça aussi, c'est important de penser à lisser au maximum les effets de seuil de ces politiques. Quand on parle de contraintes économiques, ça a amené à les recherches plus récentes aussi à préciser l'hypothèse du spatial mismatch. Vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure, l'éloignement des lieux d'emploi et des lieux de résidence pour les habitants des quartiers populaires. Cette théorie, elle vient plutôt préciser que en fait, ce ne serait pas tellement un éloignement en kilomètres, ce serait surtout un éloignement en temps, du fait que par leurs contraintes économiques, les plus pauvres utilisent beaucoup moins la voiture et donc vont se rabattre sur les transports en commun qui seraient moins efficaces, même en France. C'est quelque chose qui a été vérifié même en France. Et donc subiraient des inégalités de vitesse qui mèneraient au final à des inégalités de mobilité, d'accessibilité, puisque en un temps donné, ils auraient accès à une proportion beaucoup moins importante de leur agglomération, et donc un panel d'emploi beaucoup plus restreint. Donc voilà pour un petit aperçu de quelques-unes des contraintes de mobilité les plus importantes. Maintenant, je vais directement aller dans qu'est-ce qui s'observe, quelle spécificité de mobilité on peut observer pour les habitants des quartiers populaires. Donc là, c'est issu d'un travail à l'échelle nationale. C'est d'ailleurs le premier qui permet vraiment une vision nationale et représentative de la mobilité dans les QPV. Pour celui-là, enfin pour ce travail, j'ai analysé donc les déplacements locaux, c'est-à-dire de moins de 80 km des Français hexagonaux et non ruraux, puisque au sens de l'enquête en tout cas, il n'y avait pas d'enquêter dans les territoires ruraux, parce qu'au sens de l'enquête, c'est vraiment dans les territoires purement ruraux, c'est-à-dire qu'un bourg, par exemple, ça ne va pas être considéré comme un territoire rural. C'est vraiment tous les territoires, en gros, qui sont pas urbanisés, quoi, voilà. Donc, cela, je les ai exclus. Et j'ai comparé, donc ça, c'est ce que je montre un peu avec ce schéma-là. J'ai pris les habitants de l'hexagone urbain hors ZUS et QPV, et j'ai pris ceux qui étaient en ZUS et QPV. J'ai essayé de regarder quelles différences il pouvait y avoir et essayer de comprendre pourquoi il y avait des différences dans leur mobilité quotidienne. Je dis ZUS QPV parce que j'ai ajouté aussi une dimension dynamique.
Je travaille sur 2008 et 2018. Donc oui, c'est avant le Covid, c'est important de le mentionner aussi. Il y a pu avoir éventuellement des changements, mais c'est des enquêtes qui sont très coûteuses à l'échelle nationale, donc elles se font tous les 10 ans. Tous les 10 ans, donc il faudra attendre 2028 pour avoir la prochaine. Euh, Petite précision méthodologique sans entrer dans les détails techniques. Euh, quand on veut faire ça, quand on veut essayer de voir les différences entre habitants des QPV et habitants à l'extérieur des QPV, en réalité, il y a plein d'éléments qui peuvent interférer. Être habitant dans un QPV, ça veut aussi dire être habitant, on a plus de chances d'être dans une très grande agglomération. Il y a beaucoup de QPV en agglomération parisienne, par exemple, enfin, beaucoup d'habitants de QPV. Ça veut aussi dire être possiblement plus jeune, puisque les habitants sont en moyenne un peu plus jeunes. Ça veut aussi dire plus de chômage, etc. Donc, il y a plein de caractéristiques intrinsèques au fait d'être dans un QPV qu'il est nécessaire de contrôler, de neutraliser en quelque sorte pour pouvoir vraiment isoler. Moi, je ne veux pas savoir quel est l'effet d'être un jeune ou d'être dans une grande agglo, je veux savoir vraiment l'effet d'être dans un QPV. Donc, pour comparer ce qui est comparable, là, on a dû faire appel à une modélisation statistique qui permet vraiment d'isoler cet effet-là. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Donc, quand j'ai commencé à essayer justement de prendre l'hypothèse du modèle mismatch et un peu le vérifier sur le cas français avec les inégalités de motorisation, j'ai essayé de voir combien elles pouvaient expliquer les inégalités de vitesse, parce que jusqu'ici, beaucoup d'études qui étaient certes moins précises, mais disaient que le plus gros des inégalités de mobilité, ça s'expliquait parce que chacun, enfin les plus pauvres étaient moins bien motorisés, c'est-à-dire qu'ils avaient possédé moins de voitures. Et la conclusion, c'était un peu de dire, si on donnait une voiture à tout le monde, ça résoudrait presque totalement le problème. Donc là, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre à l'épreuve à l'échelle nationale. Et effectivement, ça explique une grande part des inégalités de vitesse, mais c'est loin d'être 100%. En réalité, c'est à peu près la moitié des inégalités de vitesse qui sont provoquées par celles de motorisation. Donc là, à partir de là, j'ai voulu gratter un peu plus et j'ai essayé de voir au niveau des modes de transport utilisés, comment se distinguer un habitant de QPV. Et donc, les résultats principaux, c'est que, voilà, comme je le disais, il y a une vitesse, un accès à la vitesse qui est beaucoup plus difficile en QPV et aussi une mobilité qui est bien davantage de proximité. Le champ de mobilité quotidienne est beaucoup plus réduit que les populations, enfin, que les enquêtés à l'extérieur des QPV. Et donc ça, c'est lié à des comportements modaux qui sont beaucoup plus lents et donc plus sobres aussi. C'est-à-dire qu'il y a moins de voitures. À l'inverse, bien davantage d'utilisation des transports publics, transports collectifs, et bien davantage aussi d'utilisation de la marche. Donc là, petit clin d'œil à la ville des 15 minutes qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Euh, Est-ce que ça ne serait pas une sorte de longueur d'avance contrainte subie sur certaines des caractéristiques de la ville des 15 minutes. Et puis, voilà, aussi des spécificités, comme je le disais, qui ne s'expliquent pas uniquement par les particularités intrinsèques des quartiers défavorisés. Donc ça, c'est un résultat important aussi. Ça, c'est ce qui a permis la modélisation, vraiment de pouvoir isoler l'effet d'être en QPV en dehors de tout ce qui pouvait, tous les biais qui pouvaient interférer. Et sur la motorisation, donc, comme je disais, elle est inégale, hein, elle joue un rôle important, mais voilà, c'est pas le seul facteur explicatif. Donc, quand on a dit ça, quand on met ça en relation avec l'actualité aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, qui montre bien que vous avez bien raison de vous préoccuper de plus en plus de la question de la mobilité, parce qu'en fait, on observe que c'est dans les QPV, la grande difficulté, elle vient de l'inégalité de vitesse qui vient elle-même de la difficulté, enfin, des inégalités de motorisation. Or,
Demain, l'accès à la voiture sera beaucoup plus contraint encore par une double inflation, d'une part des prix de l'énergie, peu importe l'énergie, que ce soit une énergie électrique, que ce soit un produit dérivé du pétrole, peu importe, et également une inflation réglementaire qui va faire grimper le prix d'achat des voitures de plus en plus aussi. Voilà, il faut acheter des voitures qui soient critère 2, critère 1, donc des voitures de plus en plus coûteuses aussi. Donc l'accès à la voiture va être de plus en plus difficile. Donc il y a aucune raison de penser que si on ne fait rien, ces inégalités vont se résorber, même bien au contraire. En fait, si on ne fait rien, tout porte à croire que ça va encore s'accroître, le poids de la mobilité sur les habitants des QPV. Donc bon, ben voilà, c'est ce que je disais pour conclure. Donc, après avoir exploré un peu qu'est-ce que c'était se déplacer, la mobilité quotidienne pour un habitant des QPV, en quoi elle était spécifique, j'ai voulu ensuite interroger les inégalités d'accessibilité qui font aussi beaucoup débat. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Voilà, les QPV seraient enclavés, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu tester. Voilà, donc j'ai repris cette question, les QPV sont-ils enclavés? Et je l'ai décliné en deux éléments que j'ai testés par la suite. J'ai voulu tester si l'accessibilité à l'emploi serait différente, euh, l'accessibilité en transport en commun à l'emploi, pardon, il faudra que je complète après sur le diapo. L'accessibilité en transport en commun à l'emploi est différente dans les QPV. Pourquoi je précise en transport en commun? Parce que c'est comme vous avez pu le comprendre de ce que je montrais avant, les transports en commun sont vraiment centraux pour les habitants des QPV, puisque c'est un moyen pour eux d'accéder à une motorisation à un coût raisonnable, en fait. C'est un moyen pour eux de pouvoir aller dans une zone industrielle où y aller en vélo ne serait pas possible, voire même dangereux, si on doit passer par la périphérie ou la rocade ou je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça, vraiment, j'ai voulu travailler sur l'accessibilité en transport en commun, que j'ai oublié de mettre là. Euh, et le problème de faire ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile que de faire de l'accessibilité d'un point de vue technique. C'est plus difficile que de faire de l'accessibilité en voiture, en vélo ou à pied, parce qu'il ne suffit pas de tracer des routes en faisant passer les gens par des voies. En fait, il faut prendre en compte toutes les spécificités, enfin toutes les caractéristiques de l'offre en transport en commun, donc les horaires de passage, les, les, les tracés des bus, etc., etc. Et une fois avec cette question plus générale, j'ai aussi voulu tester s'il y avait des variations suivant l'agglomération ou le type de QPV. Donc malheureusement, c'est des calculs qui sont très lourds à mettre en place. Donc là, je n'ai pas pu faire une approche nationale. Je me suis concentré sur mes deux terrains d'études qui me serviront de terrain d'études, en tout cas pour la suite de la thèse, auquel j'ai rajouté un autre. Malheureusement, il n'y en a pas dans la région Grand Est, mais j'espère que, enfin en tout cas, ces résultats quand même vous donneront des idées et des réflexions. Donc voilà, mes deux terrains d'études pour la suite des recherches seront Nantes et le bassin minier de l'Artois, au sud de l'île. Donc là, c'était justement pour avoir une vision avec une agglomération un peu genre type agglomération de province avec Nantes. Et là, un cas de figure beaucoup plus spécifique où donc c'est 47 QPV en fait qui sont alignés comme ça. Donc, je travaille sur ce terrain aussi pour voir s'il y a des convergences ou pas. Et j'ai rajouté Rouen pour avoir une vision un peu plus représentative avec un peu un entre-deux. Donc voilà, si on le met sous forme de carte, ça donne ça, par exemple. Donc si je le mets, c'est en dehors que ça permet de décorer les murs, c'est aussi pour faire comprendre le résultat après sur quoi le résultat sur quoi je vais, je vais travailler, enfin l'indice, pardon, sur lequel je vais travailler. Donc concrètement, j'ai essayé donc, je vais zoomer sur Nantes, par exemple. Désolé pour l'anglais dans la légende. Concrètement, j'ai essayé de regarder un carré
j'ai fragmenté donc l'espace en tuiles de 200 mètres carrés et j'ai essayé de voir si l'accessibilité dans un carré qui est à l'extérieur d'un QPV, c'est différent que celle qui est dans un QPV. Donc les QPV, ils sont représentés là par ces couleurs et la variation de couleurs, elle signifie l'appartenance à différentes classes de QPV. C'est une classification que j'ai prise à l'ONPV, donc au ministère. Concrètement, pour juste comprendre un peu ce que c'est que cet indice-là, je prends un carré et ce que ça signifie, donc là c'est un orange comme ça veut dire que là, à Nantes, à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a accès entre 0 et 13% de l'emploi total de l'agglomération. Donc, c'est juste un indice qui permet de signifier les endroits où on a le plus d'emplois accessibles, pardon, en moins d'une heure de transport public. Donc là, on a peu d'emplois accessibles de l'agglomération en moins d'une heure de transport public. Et ici, on en a beaucoup. C'est plutôt logique parce que plus on est au centre, plus on a beaucoup d'emplois accessibles en moins d'une heure de transport collectif. Donc voilà, après, j'ai essayé de comparer, suivant que le carré soit dans un QPV ou suivant qu'il soit à l'extérieur d'un QPV. Et donc, le résultat de tout ça, oui, bon, voilà, comme d'habitude aussi, on peut aussi être soumis à plein de biais, notamment le fait que les QPV, ils sont peut-être un peu plus proches des centres-villes, ils soient un peu plus peuplés, etc. Donc ça aussi, c'est des éléments que j'ai contrôlés avec, pareil, l'utilisation de modèles statistiques. Donc, le résultat que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de différence significative une fois qu'on a contrôlé tous les biais, qu'on compare vraiment quelque chose, qu'on ne compare pas d'études qui n'ont rien à voir, mais vraiment quand on compare quelque chose qui est comparable, il n'y a pas de différence significative du fait d'être en QPV. Et d'ailleurs, j'étais moi-même étonné de voir à quel point les résultats convergeaient entre les trois agglomérations que j'étudiais et tous les différents types de quartiers. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune différence, peu importe que je prenais tel ou tel des trois agglomérations, peu importe que je prenais tel ou tel type de quartier de la classe de la classification pardon, de l'ONPV. Bon, quand même mentionner les limites de ce travail qui sont aussi les limites de l'action publique quand on veut travailler sur les transports collectifs. C'est que j'ai pris l'accès à l'emploi global pour l'instant et j'ai pas pris en compte la spécificité d'emploi des habitants des QPV, que ce soit en termes de secteur d'emploi ou d'horaire d'emploi, ce qui pourrait être intéressant de prendre en compte, en tout cas ce que doit prendre en compte l'action publique qui veut travailler pour l'accessibilité en transport en commun. Donc là, voilà, pour revenir sur le résultat, ça nuance l'hypothèse d'une accessibilité qui serait différente dans les QPV, en tout cas sur mes trois terrains, même si la très forte convergence sur ces trois terrains pourrait laisser à penser que c'est quelque chose que je pourrais observer ailleurs aussi. Mais la situation actuelle, vous me direz, dans ce cas-là, ben, c'est parfait, alors il n'y a plus rien à faire. C'est parfait si vous avez un objectif d'égalitarisme, si vous souhaitez avoir une situation égalitaire où chacun bénéficie d'autant de ressources de mobilité en transport en commun, ben là, oui, effectivement, c'est parfait, il n'y a plus rien à faire. Pour autant, ce n'est pas une situation équitable. Si vous voulez travailler sur l'équitabilité, là, il faut vous questionner qui a le plus besoin de cette ressource de mobilité en transport en commun et donc donner le plus de cette ressource à ceux qui en ont le plus besoin. Or, comme je disais tout à l'heure, voilà, les transports en commun sont vraiment centraux pour les habitants des QPV, puisqu'ils permettent justement de contrer, de proposer une alternative à la voiture qui est souvent pas, qui est difficilement accessible d'un point de vue économique par les habitants des QPV. Et donc là, on est loin d'une situation équitable parce qu'à ce moment-là, on devrait s'attendre à avoir au contraire un effet positif. Si on voulait une situation équitable, on voudrait avoir un effet positif une accessibilité meilleure en fait en transport en commun dans les QPV. Donc là, c'est un résultat qui laisse
qui sous-entend qu'il y a encore une large marge de manœuvre pour améliorer cette accessibilité, pour viser justement une situation équitable. Si tant est, c'est l'objectif qu'on se donne en termes de politique publique. Voilà pour cette troisième partie. Pour terminer, je vais aborder quelques premiers éléments de solution une fois qu'on a soulevé toutes ces contraintes. Oui. Je me permets juste de relayer une question de Michel dans le chat qui te demande sur l'analyse que tu viens de nous présenter. Est-ce que c'est seulement pour l'accès à l'emploi ou est-ce que ça a aussi été mené, par exemple, sur l'accès aux équipements culturels? Ok, merci. Oui, c'est pas plus mal pour ce genre de questions, même si après je pourrais prendre les questions à la fin aussi. Là, c'est uniquement l'accès à l'emploi, parce que comme je le disais, c'est des calculs en réalité qui sont très lourds et c'est pas pour rien que pour l'instant, il y avait pas vraiment d'études qui faisaient ça en France, même à l'international, il y en a pas énormément. Et donc là, c'est sur l'emploi parce que c'est ce qui pose le plus question dans l'actualité, dans la recherche. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par travailler sur l'emploi. Pour le dire honnêtement, je pense que j'aurais pas le temps durant ma thèse de travailler sur l'accessibilité à d'autres aménités, à l'équipement culturel. Ce qui pose le plus question, enfin ce qui pose beaucoup de questions aujourd'hui aussi, c'est l'accès aux services de santé et d'éducation. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant de le prendre en compte. Malheureusement, là, c'est pas quelque chose que j'ai fait, effectivement. Donc là, c'est vraiment que accessibilité en transport en commun en moins d'une heure à l'emploi. Peut-être qu'il y aurait des résultats qui seraient différents, effectivement, suivant le type d'aménité qu'on vise. Là, c'était vraiment orienté emploi. Donc, pour revenir à ces éléments de solution, c'est quelque chose sur quoi j'ai voulu travailler parce qu'il n'y avait pour l'instant aucune étude qui vraiment évaluait des solutions, même s'il y en avait quelques-unes qui posaient les bases de réflexion pour les contraintes de mobilité. Et donc là, pour l'origine des résultats, il s'agit d'une première phase exploratoire d'entretien auprès de personnes qualifiées. Qualifiées, c'est-à-dire des personnes qui ont été repérées pour leur connaissance des problématiques de mobilité dans les QPV. Donc ça va être des personnes concrètement qui travaillent sur l'élaboration des politiques publiques, soit de politique de la ville, d'urbanisme ou des transports. Soit des personnes qui travaillent directement dans le tissu associatif au sein des quartiers. Ces enquêtes-là sont sur mes deux terrains justement d'études, comme je disais, qui sont Nantes et le bassin minier, avec justement l'objectif, comme je disais, de prendre des terrains qui sont assez différents pour voir de quelle manière il y a des convergences ou des spécificités. Les convergences, on pourrait peut-être penser ça pourrait être éventuellement des choses qui pourraient se généraliser. En tout cas, bon, vous allez le voir, hein, ça n'a rien. La plupart des solutions qui me sont apportées, c'est des solutions qui sont généralisables sur à peu près tous les territoires. Donc, je pense que ça peut être tout aussi intéressant pour vous. Et puis, ça vous permettrait j'espère que ça va vous permettre aussi de réflexion, d'être, comment dire, de poser une base de réflexion dans les politiques publiques que vous allez promouvoir. Elles sont à prendre aussi, petite précision, là, c'est des éléments que je n'ai pas encore testés, que je testerai auprès de la population avec une enquête à venir. Donc là, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est à prendre tel quel, c'est-à-dire que je vais lister je vais vous exposer les principales solutions qui me sont apportées, mais c'est complètement possible que vous trouviez que cette solution n'est pas forcément adaptée à votre territoire. Je vais commencer par la problématique de la sûreté, puisque c'est quelque chose qui ressort souvent en premier quand je commence à faire des entretiens avec les personnes. Et là, une première solution qui m'est apportée et qui, en général, ne fait pas du tout consensus. Tout le monde est d'accord pour mettre plus de présence humaine dans les quartiers. Personne n'est d'accord quelle présence humaine. Notamment, il y a un gros débat, enfin en tout cas, parmi mes enquêtés, il n'y a pas de consensus sur le fait est-ce qu'il faut mettre davantage de médiateurs sociaux, donc de présence plutôt diplomatique pour apaiser les conflits, ou de police des transports. Ça, c'est quelque chose que je testerai. Sur l'ambiance, sur l'espace public,
On peut travailler sur la qualité urbanistique et on peut aussi travailler sur les comportements pour œuvrer, par exemple, à une meilleure ambiance générale de quartier. On peut mettre en place des événements. On a été rapporté l'efficacité de la mise en place d'événements barbecue, football, etc. A priori, ça aurait une vraie efficacité sur l'ambiance générale de l'espace public. En solution technique, on peut penser en termes de transport à la descente entre arrêts, communiquer davantage sur la vidéosurveillance, tout ce qui est application d'alerte aussi, type humain. Maintenant, à vérifier si c'est quelque chose qui pourrait être saisi par les habitants des QPV au vu de la fracture numérique. Et les marches exploratoires, là par contre, qui a priori fonctionneraient vraiment bien pour les marches exploratoires liées à l'amélioration de l'urbanisme, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va on va demander aux populations pour lesquelles on voudrait travailler. Donc là, par exemple, c'était une photo pour un QPV pour améliorer comment dire, l'ambiance de l'espace public pour les femmes. Et on va leur proposer de se balader dans l'espace public et de noter les endroits, les points noirs qui posent le plus problème. Et ensuite, on travaille en priorité sur ces points noirs. Bon, en tarification, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un problème, même si on met en place des tarifications solidaires avec En réalité, il y a trois problèmes, mais le problème principal, c'est surtout le non-recours. Comment on fait? Une solution, c'est de mettre en place la gratuité des transports publics total. Bon, là, mécaniquement, puisqu'il n'y a plus besoin de recourir, de faire une demande en fait de réduction, tout de suite, le taux de pénétration, il devient de 100% mathématiquement. Mais c'est une solution qui soulève de nombreuses autres questions aussi, que je ne soulèverai pas dans cette présentation, puisque ce n'est pas l'objet. D'autres solutions, ça peut être de mettre en place des tickets solidaires, parce qu'on se rend compte que les habitants des QPV, même si ils auraient le droit à des abonnements réduits, vont acheter tickets unitaires en tarif plein, parce que il y a une difficulté d'avoir des dépenses préengagées, donc on va plutôt faire en fonction de ce qu'on a sur le compte au cours du mois. Donc on pourrait penser à mettre en place des tickets qui seraient aussi qui bénéficieraient aussi de tarification avantageuse. Bon, le hard, quand on parle de transport, c'est généralement ce qui touche à l'offre elle-même. Et à partir de là, comment on propose une alternative crédible à la voiture privée pour toutes et tous? Malheureusement, ça sera difficilement sans renforcer la desserte périphérique. Je dis malheureusement parce que ça, c'est quelque chose qui sera nécessairement coûteux, en fait. Et surtout, quand on fera ça, il faudra penser surtout aux zones d'emploi. En fait, c'était ça que soulevait quand même ce que je disais tout à l'heure. A priori, il n'y aurait pas tellement d'inégalités d'accessibilité quand on part quand on regarde les QPV en eux-mêmes. Mais par contre, les zones d'emploi, effectivement, là, il y aurait bien encore à faire pour renforcer la liaison vers les lieux de destination, que ce soit en termes de fréquence et d'amplitude horaire aussi. Une fois qu'on a fait ça, on peut penser à des solutions d'ajustement pour accompagner les bonnes pratiques. Donc là, tout ce qui tourne autour de tout ce qui touche la déprivatisation de la voiture, des choses qui existent déjà en fait en QPV, que la puissance publique pourra accompagner. Tout ce qui est covoiturage, autopartage à l'échelle de quartier. Transport à la demande de bénévoles, c'est des choses qui se font... alors, il y a des quartiers où il n'y a pas forcément d'associations qui ont, comment dire, qui tournent bien, mais il y a d'autres quartiers où il y a vraiment des associations qui mettent en place plein d'initiatives, dont le fait que voilà, telle personne elle a besoin d'aller à un entretien à tel endroit où elle n'a pas de voiture, etc. Ben, voilà, il y a un bénévole, en tout cas, il y a un habitant de quartier qui va l'amener, ou pour un service de santé de la même manière. On peut penser aussi à des prêts de voitures, mais là, en tout cas, il faudra penser à la question de la caution qui posera quand même de toute manière problème si c'est l'habitant du QPV en lui-même qui devra la régler.
Sur les modes actifs, là, il y a un haut potentiel dans les QPV, puisque comme je le disais en plus, a priori, les déplacements sont plutôt de proximité, en tout cas davantage de proximité, mais ce potentiel, il se confronte à une inertie sociale d'abord, autant en termes d'habitude que de normes sociales, à des aménagements défaillants, bon, comme je disais, les coupures urbaines, les mauvaises qualités d'infrastructures cyclables aussi, etc. Le stockage, enfin, en tout cas le stationnement, quand on est un logement social où il n'y a pas de stationnement prévu. Bon, le coût, quand on parle de VAE, bien sûr, et les conditions de santé qu'il ne faut pas oublier, qui sont enfin, bien pires dans les QPV, en tout cas, qui sont mauvaises dans les QPV par rapport à ailleurs aussi. Des solutions, ben, ça peut être de penser justement à des tarifs solidaires sur les vélos en libre-service à assistance électrique, ce qui se fait par exemple à Toulouse ou à Limoges. De la location moyenne durée aussi de vélos avec l'accompagnement enfin, la possibilité d'un accompagnement à l'achat, type un peu leasing social au final. Mais là, il faudra encore penser à la question des cautions. Le soft, c'est ce qui tourne à côté du hard, à côté de l'offre en elle-même. Et là, on pourra penser à l'aller vers, donc accompagner justement la tendance à la vie de quartier qui est déjà existante, en rééquipant ces quartiers, voire avec des services ambulants aussi, à l'image de ce camion santé de la Croix-Rouge, qui fait beaucoup ça aussi avec des friperies solidaires à la Croix-Rouge. Pour le transport, on peut penser à mettre des points d'info dans les quartiers, etc. On peut penser à des solutions individualisées aussi, donc accompagner, mettre en place des associations d'aide à la mobilité qui vont accompagner tout au cours du parcours de mobilité l'individu, qui va faire un diagnostic avec elle jusqu'à parfois amener la personne directement, l'aider à prendre les transports en commun, lui montrer comment faire. Et les solutions aussi qui peuvent permettre de casser l'engrenage de l'isolement. Donc, par exemple, avec les CCAS, en organisant des sorties en groupe, en transport en commun à l'extérieur du quartier. Mais ça, il faudra le faire plusieurs fois pour que ça prenne vraiment. Donc ça, c'est ce que me disait un enquêté. Puis pour terminer, voilà, sur l'organisation des politiques publiques, je pointais le problème à une solution. Même si je n'ai pas de solution plus concrète, il m'est pointé l'importance de mieux articuler les politiques de transport et urbanisme. Ça, c'est quelque chose en général que la plupart des techniciens le diront. Mais pour ce cas d'études en particulier, il faudra aussi penser à rajouter la troisième, la politique de la ville. Bon, voilà, en conclusion, comment on est force de proposition en fait pour proposer pour permettre d'avoir une alternative crédible et moins contrainte aussi à la voiture privée pour toutes et tous. Comme je le disais, ça ne pourra pas passer à côté d'un investissement quand même massif dans l'offre elle-même. Pour les modes actifs, on pourra s'attacher à développer les conditions de réussite et être vraiment incitatif à l'essai. Et puis voilà, ça pour le coup, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tendances et des pratiques qui sont déjà existantes et qui sont plutôt vertueuses. Et donc là, essayer d'aller les encourager et les accompagner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je suis à l'écoute de toutes questions, demandes de précision ou remarques. Rencontre travaillant sur le sujet des IRVE, donc les installations de recharge pour véhicules électriques, donc la progression de la mobilité électrique, qui va progressivement aussi toucher des publics à plus faible revenu, va accentuer, à mon avis, le sujet par la difficulté du droit à la prise, qui est quand même très compliqué aujourd'hui dans sa mise en œuvre, et également le coût de la recharge, parce que selon le type d'organisation qui est mis en place, on va avoir une variabilité des prix de l'électricité, du coût de la recharge, qui sera très importante. Donc je pense que c'est un sujet qui est quand même assez prenant et j'étais un peu ma question, est-ce que, du coup, c'est un point que vous avez pu aborder et où, il y avait des réflexions, que vous avez pu identifier sur certains territoires? Merci.
Alors, c'est pas un point que j'ai abordé, qu'on a abordé lors de mes entretiens, si je me trompe pas. Mais c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, puisque, bon, de manière générale, quand on parle d'équipement en général, et qu'on va tester s'il y a des inégalités dans les QPV, souvent, malheureusement, on trouve que la réponse est oui. Euh, En transport, ça marche très bien avec euh, l'équipement, par exemple, en termes de tout ce qui est vélo en libre service ou aussi surtout la micromobilité de manière générale, donc tous les trottinettes électriques, les vélos de tous les vélos, j'ai pas le nom précis là, mais les vélos des entreprises privées, etc. Ça, il y en a beaucoup moins dans les QPV. Donc, effectivement, ça pourrait être très intéressant de tester qu'est-ce qu'il en est pour la recharge électrique, mais c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire. Mais c'est vrai que c'est un point qui est un peu brûlant parce que justement, on- là, on est en train de mettre en place des ZFE où on dit, bon, ben, les vieilles voitures bricolées, c'est fini. Il faut trouver effectivement des solutions à ça. Donc, c'est très intéressant ce que vous pointez. Est-ce que tu as essayé de prendre en compte ou au niveau de la littérature, il y a des choses sur une possible incidence du genre justement sur la mobilité. À un moment, tu parlais justement de la question des femmes. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai pris en compte dans mes analyses parce que, bah, par exemple, ça aurait pu être très intéressant sur l'enquête nationale où j'essaie de regarder les spécificités de mobilité. Bon, j'aurais pu passer toute ma thèse à analyser cette enquête et aller dans le détail justement en fonction du genre, mais aussi en fonction du type d'agglomération. Est-ce que les spécificités sont différentes selon qu'on soit dans une agglo provinciale en Île-de-France ou dans une ville moyenne? Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Par contre, sur les contraintes, effectivement, il y aurait des contraintes qui seraient peut-être un peu plus propres aux femmes, notamment en matière de sûreté. Il y a des hypothèses que, donc là, c'est pas forcément dans la littérature scientifique, c'est plus dans les rapports, euh, type rapport d'urbanisme. Il y aurait peut-être plus de problèmes pour les femmes, surtout du fait que le problème qui est pointé le plus souvent, c'est l'occupation de l'espace public par les jeunes hommes, en fait. Donc, ça serait surtout euh, ça, ça aurait pour conséquence surtout enfin, c'est surtout les femmes qui subiraient cette conséquence, qui en subiraient les conséquences, mais ça pourrait être gênant également pour les hommes plus âgés aussi, hein. Donc ça, c'est quelque chose que je vérifierai en tout cas dans mon enquête auprès de la population pour tester les solutions. La question du genre, c'est quelque chose qui sera quand même au centre de l'analyse. J'aimerais revenir en fait sur la solution des sorties groupées via le Mhm. CCAS. Je Oui. me demandais juste dans quelle mesure est-ce possible. Est-ce que vous avez pu détailler cet aspect-là avec les bénéficiaires? Non, pas avec des bénéficiaires. Par contre, j'ai parlé de ça avec un CCAS qui mettait ça en place euh, sur mon terrain au nord, donc dans le bassin minier. C'était intéressant parce que selon lui, c'était même pas forcément une mesure pour enfin, il avait pas, la personne, elle n'avait pas intellectualisé la chose comme une mesure pour œuvrer pour la mobilité des habitants. C'était vraiment juste quelque chose qui lui paraissait intéressant à faire et qui marchait bien pour lutter contre l'isolement. Concrètement, ce qu'elle faisait, c'est que elle organisait souvent cette responsable de CCAS, elle organisait souvent des activités avec son CCAS. Et de temps en temps, c'était une activité à l'extérieur donc plus loin, dans une autre ville, le bassin minier, c'est plein de villes qui s'en suivent comme ça. Donc, imaginons qu'elle était à une ville donnée, ben, elle disait ben, on va plutôt aller dans une autre ville, aller faire telle activité. Et, euh, et parfois, elle y va en minibus. Elle a des minibus avec son CCAS et donc elle prend les personnes de- qui bénéficient
enfin, qui sont bénéficiaires, les amène en minibus, mais parfois elle dit bah, cette fois-ci on va y aller en transport en commun, à la limite elle aide à acheter les tickets, et elle dit bah, on se rejoint là-bas. Et du coup, ça va un peu forcer les gens. Et au final, ils se rendent compte que c'est pas si difficile. Et puis, pour un premier lancement, c'est quand même un contexte bienveillant où il va y avoir de l'entraide. Ils vont s'expliquer, ceux qui savent mieux. Ils vont dire, ah oui, bah, tu fais comme ça, tu prends ton bus comme ça. Si tu as un ordinateur, tu peux regarder sur le site, tu peux regarder ton itinéraire comme ça. Enfin, voilà, donc ça permet d'enclencher un, des habitudes, en fait, ça permet de rompre un peu, de casser la glace, hein, concrètement. C'est pour reprendre l'expression de la personne que j'avais enquêtée, là, de la responsable du CCAS. D'accord. Donc, en soi, en fait, c'est pour démystifier C'est ça. les trajets en transport en commun, quoi. Ok. Ouais, Ok. à la fois pour démystifier le trajet en transport en commun et à la fois pour donner un peu l'habitude de sortir du quartier parce que dans le bassin minier, il y a vraiment un très très fort localisme où c'est des gens qui sont nés dans le quartier et qui ont souvent vécu toute leur vie dans le quartier sans même forcément connaître le QPV d'à côté. Et Hmm. donc là, c'est vraiment démystifier les transports en commun d'une part et donner une première, donner en tout cas un peu plus d'expérience de l'extérieur d'autre part aussi. Ok. Puis Ça marche. c'est vraiment dans un cadre bienveillant. En général, enfin, c'est dans une bonne ambiance, quoi. Ils ne subissent pas du coup. Et le fait qu'ils fassent ce trajet, qu'ils trouvent ça sympa sans vraiment le subir, bah, effectivement, là, ça permet de, de lancer un peu la machine, quoi. D'accord. Ça me fait un peu penser à un territoire qu'on a accompagné sur la nouvelle contractualisation, où pareil, c'était les clubs de sport qui accompagnaient les personnes âgées justement dans une maison adaptée où justement il y avait des clubs, des activités sportives pour les personnes plus âgées et justement pour ces enjeux un petit peu de mobilité et aussi casser l'isolement. Au début, les bénévoles des activités sportives amenaient en voiture eux-mêmes de manière bénévole les personnes âgées pour les faire venir et au fur et à mesure, elles leur ont expliqué comment venir par elles-mêmes et elles ont fini par gagner en autonomie et venir d'elles-mêmes, quoi. Bon, et ben, merci beaucoup Thibaut, et puis merci à vous toutes et tous. Merci à vous.